Le premier des droits de l'homme est celui de pouvoir manger à sa faim, écrivait l'ancien président américain Franklin Delano Roosevelt. On peut y ajouter sans se tromper que de plus en plus de personnes sur Terre et au Togo ont faim. Demain, quand il sonnera 8 heures à Lomé, mais 9 heures à Genève, une délégation d'officiels togolais sera devant la 40e session de l'examen périodique universel. Il y sera question des droits de l'homme, des droits civils et politiques, mais aussi socio-économiques et culturels. Il y a juste 6 mois, le Togo parlait déjà des droits de l'homme devant le Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme. Qu'est-ce qui a changé depuis juillet? Dans le monde de la Covid et de la vie chère, les Togolais ont-ils pu trouver assez de ressources pour manger et faire manger leur entourage? Le pays n'est pas en manque d'initiatives. On a appris en Conseil des ministres qu'à propos d'inclusion financière, le Togo est pour la deuxième année consécutive le pays de l'UEMOA qui présente le plus fort taux de croissance. Dans le monde de la presse, les questions essentielles sont revenues, notamment comment expliquer cette performance, à qui profite-t-elle? Cette semaine, la presse n'a pas voulu rester en marge du débat qui force les portes de prison pour des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Le PPT puis le CONAP, l'un derrière l'autre, se sont positionnés pour la rélecture du Code de la presse. Après une année 2021 un peu trop bien corsée pour les journalistes, ballottée pour certains entre les affres de la pandémie et les couloirs de la justice ou de la prison, les hommes des médias veulent un peu plus de protection, qu'il soit du privé, mais aussi du public. D'ailleurs, l'avenir de la presse publique va se conjuguer autrement que de tradition. Résultat attendu, des médias publics efficients, capables de participer au développement et au rayonnement du pays. Il en sera de même des partis politiques. Des modifications vont être apportées bientôt à la charte des partis de 1991. Vieille de 30 ans, elle porte à bout de bras plus d'une centaine de partis politiques. Combien seront-ils à réussir aux prescriptions des nouvelles réformes? En attendant, tout éclairci, les partis du Togo vont devoir donner une suite à la CENAP. La concertation nationale entre acteurs politiques se cherche un comité de suivi. Objet de polémique à la clôture, les feux de la CENAP n'ont pas voulu s'éteindre définitivement, qui poursuivre la mise en œuvre des recommandations obtenues au ministère de l'administration territoriale. Depuis quelques jours, ils sont nombreux, à commencer par suivre les matchs de la CAN au Cameroun. Les petits pays ont nettement grandi. Guinée équatoriale, les Comores, Cap-Vert ou encore la Gambie se sont offerts le luxe des huitièmes de finale. Et si les éperviers du Togo étaient là? Voilà, une question qui peut faire sourire, mais elle est importante puisque les éperviers ont récemment brisé la malédiction qui les empêchait de gagner même au stade de Kégué. Les précieux points des éliminatoires avaient été bradés, ce qui inquiète ces joueurs à Lomé. Ce ne sont pas ces points, mais les porteurs des valises de millions braqués en pleine ville de Lomé. Les braquages sont de retour. À qui irions-nous? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au D12 de Pyramide FM. C'est Brigitte Adjabagbo Johnson, coordinatrice de la dynamique, Monseigneur Podro DMK qui est notre invité. Le D12 au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Boga Koudoyo était à la mise en onde technique. Madame, bonjour. Bonjour et bonjour à vos auditeurs et auditrices. Et, comme c'est la première fois que je reviens dans votre studio depuis ce début d'année, permettez-moi aussi de présenter mes meilleurs vœux aux compatriotes, encore une fois, mais particulièrement à vos auditeurs et auditrices, et à vous-même, ainsi qu'à tout le personnel de Pyramide FM. Pyramide FM également, par ma voix, vous présente les meilleurs vœux de santé, de bonheur pour vous, pour votre famille ainsi que pour vos compagnons politiques. Nous allons peut-être revenir sur les vœux au cours de cette émission, mais l'actualité oblige. Nous allons parler de la situation politique au Burkina Faso, où on a entendu des coups de feu cette journée de dimanche. Le gouvernement du Burkina rassure qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Madame, quelle est votre réaction? J'avoue que c'est quelque chose que nous redoutions déjà dans la sous-région. Vous savez, il y a un mécontentement général en ce qui concerne le Burkina Faso. Nous savons déjà que ce pays est frappé lui aussi par le terrorisme et qu'il y a beaucoup de mécontentement sur la gestion qui est faite des questions de sécurité. Il y a déjà eu des manifestations au Burkina Faso. Mais je pense qu'il y a des éléments qui ont
exacerber les humeurs qui n'étaient pas déjà favorables au régime. C'est la gestion de la crise malienne, c'est plus précisément le fait que le Burkina Faso ait participé à la prise d'une décision contre le Mali, une décision désapprouvée par les populations en général dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Mais on ne comprend pas que le Burkina, pays voisin, partageant de surcroît les mêmes contraintes que le Mali en matière de sécurité, que le Burkina ait pu tranquillement se taire, le premier responsable de ce pays, se taire et laisser prendre une décision pareille. Je pense que beaucoup se posent encore la question de savoir comment les responsables de ce pays ont pu en arriver là. Cette décision-là de la CEDEAO est d'autant plus désapprouvé qu'il y a un ras-le-bol général au niveau des populations qui pensent que le moment est venu pour que les pays, les anciennes colonies françaises notamment, puissent se défaire de cette sorte de domination qui met une charpe de plomb sur nos pays depuis plusieurs décennies. Il ne se trouvera pas un seul Ouest-Africain qui ne pensera pas que le moment est venu. Et je crois que tout ça explique ce que nous avons commencé à observer au Burkina depuis ce matin. Je trouve ça dommage. Et les responsables burkinabés semblent être optimistes. Ils semblent dire qu'il ne s'agit que de simples mouvements d'humeur. Souhaitons-le. Et si c'était le cas, souhaitons que ça résonne dans leur tête comme une alerte très forte qui les amène à revoir leur position et aller vraiment dans le sens de ce que veut le peuple. À la situation du Mali, vous faites, à la situation du Burkina, donc du Burkina Faso, vous faites un lien avec ce qui se passe au Mali. C'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, ça bouge depuis quelque temps, des questions sont posées. Les dernières décisions qui ont été prises, notamment à Accra, au Ghana, contre le Mali, ne sont pas du goût d'un certain nombre de populations ouest-africaines. Mais il n'y a pas très longtemps, l'Afrique de l'Ouest était considérée comme un modèle d'intégration. Même sur le plan politique, l'Afrique de l'Ouest était citée en exemple. Aujourd'hui, on peut légitimement se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que on a observé un recul de la démocratie depuis longtemps, un recul face auquel la CEDEAO non seulement n'a rien fait, mais on peut même dire que elle a contribué, elle a participé hein, à concrétiser ce recul-là. Moi, je me souviens déjà lorsque la CEDEAO voulait adopter un texte qui impose les deux mandats comme principe, eh bien, nous étions étonnés de voir que tous les pays, la majorité des pays étaient d'accord, sauf deux qui étaient en situation déjà en tout cas des pays dans lesquels la démocratie était en difficulté. Il n'y avait pas de démocratie, à savoir le Togo et la Gambie. Mais nous étions déjà étonnés de ce que seuls ces deux pays aient réussi à s'imposer
aux autres. Et je pense que tout est parti de là. C'est que, et les gens le disent, je pense que je leur donnerai raison, c'est notre pays, le Togo, qui a fini par contaminer les autres, donner le mauvais exemple et faire en sorte que progressivement d'autres pays qui étaient pourtant en bonne voie ben, sont rentrés dans cette situation-là de déficit démocratique. Est-ce qu'on peut encore parler du Togo comme un mauvais exemple, puisqu'entre-temps, cette question a connu une évolution au Togo. Le mandat ou les mandats sont limités désormais au Togo. Attendez, les mandats sont limités pour la forme. Moi, je m'en tiens à ce que je vois. Je m'en tiens à la réalité qui est qu'on a à la tête de ce pays, eh bien, un chef d'État qui en est à son 4e mandat. 4e mandat. C'est vrai, oui, c'est vrai, madame. Mais est-ce que le mandat est limité ou pas? Actuellement, est-ce que le mandat au Togo est limité ou pas? Mais quand c'est limité et que vous restez à la tête du pays en disant tout ce que j'ai fait là, c'est zéro, je remets le compteur à zéro, mais vous effacez la réalité, vous effacez le vécu des gens aussi de leur tête. Quand vous me remettez le compteur à zéro, la réalité est que vous êtes là et que vous en êtes à votre 4e mandat. Donc, ça ne sert à rien d'avoir limité, à moins qu'on ne veuille limiter pour les autres. Et c'est très facile. C'est trop facile, d'autant plus que ça ne sert pas les intérêts des populations auxquelles vous vous imposez. Vous voyez? Donc, qu'on le veuille ou pas, nous faisons figure de mauvais exemples, de moutons noirs qui a tout fait, y compris activement, pour contaminer les autres pays. C'est comme ça que nous en sommes arrivés à cette situation-là. Et il faut dire aussi que on a fini par comprendre de manière très claire que nos partenaires de la communauté internationale y ont contribué aussi dans la mesure où ils ont mis en avant leurs intérêts, les intérêts des autres peuples au détriment de ceux des peuples d'Afrique de l'Ouest. Mais revenons justement à ces peuples-là d'Afrique de l'Ouest. Vous avez dit tantôt que face à un certain nombre de situations, que la CEDEAO n'a rien fait, c'est ce que vous aviez dit. Mais dans le cas spécifique du Mali... Non seulement elle n'a rien fait, mais elle a encouragé. Je vais finir. Elle est responsable. Est-ce qu'on peut parler d'encouragement par rapport à ce qui se passe au Mali, quand, par exemple, la CEDEAO dit être contre le coup d'État ou du moins la façon dont la transition est menée dans ce pays? Eh bien, il aurait fallu que la CEDEAO se montre contre aussi les élections qui sont instrumentalisées pour maintenir à la tête des pays des acteurs qui servent les intérêts des puissances occidentales. Il aurait fallu se montrer contre aussi. Il aurait fallu se montrer contre les manipulations de constitution pour juste se maintenir au pouvoir. C'est trop facile. Personne, aucun démocrate ne peut dire par principe je suis pour les coups d'État. Non. Cependant, quand on réagit uniquement à ces coups d'État-là, parce qu'ils ont pour résultat de mettre hors du jeu des acteurs qu'on pouvait manipuler facilement, parce qu'en réalité, tout ce que la CEDEAO prend comme position, eh bien, les populations savent désormais qu'elle prend ces positions-là en respectant des ordres qu'elle a reçus quelque part d'un maître qui lui-même sert ses intérêts géostratégiques
et les intérêts. Ce que vous dites là, on l'a écouté ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux, on a lu. Est-ce que vous voulez dire que tout ce qui se passe quelque part, par exemple, une grande puissance comme la France ou par exemple les États-Unis, serait derrière cette décision qui sont prises? C'est l'ère d'influence de la France. C'est connu, ce n'est pas caché. On sait que les puissances de ce monde en charge de la sécurité mondiale se sont réparties, hein, le globe. Et nous savons que dans cette répartition-là, c'est la France qui est responsable de l'ère dans laquelle nous nous trouvons et qui s'en sert pour continuer à d'abord servir prioritairement ses propres intérêts, c'est-à-dire accéder aux ressources dont elle a besoin, et peu importe qui est là, pourvu même si cette personne n'est pas choisie par les peuples, eh bien, pourvu qu'elle serve les intérêts de la France. Vous écoutez, madame. On sait. Et nous, Africains, nous avons fort à faire parce que apparemment, cet accord-là qui est établi entre les grandes puissances semble être remis en cause. Hein, c'est ce que nous voyons. Par le Mali notamment? C'est d'abord remis en cause entre elles-mêmes, entre grandes puissances, et remis en cause, fort heureusement, par les peuples africains qui se réveillent. Est-ce que justement ce que vous considérez comme une remise en cause va profiter aux populations africaines? Ce que vous considérez comme une remise en cause de ce que vous appelez les accords qui ont fait que est-ce que ça n'a pas profité aux Africains? Je demande si cette remise en cause va profiter aux populations africaines. Il faut bien que ça leur profite et il faut que les populations africaines poussent les responsables désormais à servir leurs intérêts plutôt que d'être au service de puissances étrangères. Et c'est ce qui se joue. Ils seront forcés d'aller vers là ou bien ils partiront. Ils partiront. Qui partiront? Eh bien, les peuples les feront partir. Est-ce que vous n'êtes pas trop optimiste là? Madame, est-ce que vous n'êtes pas trop optimiste? Non, je ne pense pas. Je crois que le réveil est tel que ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que les populations africaines puissent se rendormir et se contenter à nouveau de cet ancien ordre-là dans lequel nous n'avons pas notre mot à dire. On choisit nos dirigeants pour nous. On vient puiser la part qu'on veut de nos ressources. Pendant que nous avons faim, nous n'arrivons pas à nous soigner. Hein, nous n'avons pas une éducation de qualité. Mais tout le monde a compris. Et il ne faut pas s'attendre à ce que les populations retombent dans une certaine résignation. Par contre, oui, il faut qu'on soit vigilant parce que nous faisons face à un système qui a la capacité, une très forte capacité de se réinventer. Hein, on peut donner l'impression que finalement, on a écouté le message des populations et donc le partenariat entre les pays africains et les pays occidentaux va être revu. D'ailleurs, on parle d'un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. C'est des mécanismes qu'on peut utiliser pour donner l'impression que les choses ont changé, mais les populations sont vigilantes. Et ce qu'on demande, c'est une rupture pour créer un ordre plus juste. Nous n'en pouvons plus. Les Africains n'en peuvent plus. Les Togolais n'en peuvent plus. Visiblement, madame, vous êtes pro-Assimi Goïta. Je ne suis pas pro-Assimi Goïta.
je soutiens le combat qui est mené. Je ne soutiens pas des individus, mais je soutiens un combat que je considère comme étant un combat juste. Ce combat que vous qualifiez de juste est piloté par des militaires. Et pour certains, avec les militaires, il faut être vigilant, comme vous avez dit tantôt, mais surtout prudent. Parce que les militaires, parfois, ils n'ont pas de parole. Oui, les gens n'ont pas tort hein, de penser ça. Mais moi, je me dis, ce peuple malien que je vois manifester et que je vois s'exprimer un peu partout, ce peuple qui a su vraiment montrer que ce qu'il veut, c'est ce que les militaires sont en train de faire pour l'instant. Je ne vois pas ces militaires le tromper. Je suis sûr que eux-mêmes seront débarqués très rapidement, aussitôt que les Maliens sentiront que les choses ne vont plus dans le sens voulu par eux. Nous parlions du Burkina Faso et puis du Mali et puis de la Guinée, puisque ces pays font l'actualité ces derniers temps dans la sous-région ouest-africaine. Nous reviendrons sur cette actualité au cours de cette émission, mais revenons au Togo, puisque c'est la première fois que vous êtes là cette année dans le D12. Vous avez souhaité tantôt une bonne année aux Togolais, mais l'année va être sans doute aussi une année politique. Comment la souhaitez-vous? Eh ben, vous vous doutez bien que je ne peux que souhaiter que cette année voit se concrétiser les aspirations profondes des Togolais à une rupture avec la manière dont ils ont été gouvernés. Les Togolais veulent désormais pouvoir choisir leurs dirigeants sans interférence. Et ils ont manifesté une volonté d'alternance pour la dernière fois le 22 février 2020. Ils n'ont pas oublié l'acte qu'ils ont posé. Et même s'il y a des acteurs politiques qui semblent dire « passer l'éponge, ça fait 2 ans, tourner la page », moi je constate que la très grande majorité des Togolais attendent toujours. Ils attendent toujours qu'on donne suite à cet acte qu'ils ont posé. Et nous, acteurs politiques, étant vraiment au service des populations, nous n'avons d'autre choix que de les aider à voir concrétiser leurs aspirations. Et c'est ce que je souhaite pour les Togolais ce 22 février. Ce 23. Nous sommes le 23 janvier. Dans un mois exactement, ça fait exactement 2 ans qu'on a découvert, ou relativement 2 ans qu'on a découvert la DMK, la dynamique Monseigneur Poduro. C'est vrai que 2 ans, c'est beaucoup. Vous êtes engagé à réaliser l'alternance et certains Togolais pensent que il est temps de définitivement tourner la page. Vous avez suscité un espoir au début avec le candidat Agbeomé, avec le prélat Monseigneur Philippe Fanoko Podro. Mais madame, honnêtement, est-ce que cet espoir, vous-même, est-ce que vous continuez pas à croire cet espoir? Est-ce qu'il n'est pas temps de tourner la page? Pas du tout. Pas du tout. Parce que le genre de combat que nous menons, quand on le mène, il faut savoir compter aussi avec le temps. Et voyez-vous, ceux qui disent « il est temps de tourner la page », je les compare à ceux qui, en ce moment, au Mali, disent « quoi ? Si ça a 5 ans de transition, ah non, pas du tout. » Pourquoi ils disent ça? Parce que beaucoup attendent les élections. Et ce sont surtout les politiques. Vous savez,
Ça fait longtemps que j'ai compris le problème du Mali. Je l'ai compris surtout en suivant une émission sur RFI de Alain Foucault. Et ce dimanche-là, je me souviens, il avait invité un acteur politique et une dame de la société civile qui s'est présentée comme pharmacienne, je crois. Et ce jour-là, cette dame était en train de dire à l'acteur, mais ne faites pas l'erreur de vouloir faire les choses à la va-vite. Vous voulez aller aux élections, dans quelles conditions? Vous voulez aller aux élections pendant que nous faisons face à ces problèmes de sécurité. Nous voulons cette fois-ci une rupture. Nous voulons qu'on prenne le temps de faire les choses. Elle a parlé de refondation. Et elle a dit à l'acteur politique, on vous comprend. Vous ne pensez qu'à vos postes. En fait, c'est ça. Ceux qui disent, il est temps de tourner la page, pourquoi le disent-ils? Ils le disent parce qu'ils pensent à des échéances électorales, dont certaines sont des échéances constitutionnelles. Ils se disent, mais l'essentiel, c'est qu'on se prépare et que moi j'arrive à me battre pour arracher une petite position qui va me rapporter quelque chose. Mais ça là, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de raisonner de la sorte. Il faut qu'on se demande, même si c'est difficile, comment faire pour concrétiser la rupture que les Togolais attendent. C'est notre rôle. Ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes et changeons de logique. Changeons de logique. Qu'est-ce que ça a d'innovant et vraiment d'extraordinaire que de dire arrêtez, passer à autre chose? Ça veut dire on reste dans le paradigme habituel, la façon habituelle de faire les choses. Et ça ne peut plus marcher. Nous devons saisir cette opportunité pour que les Togolais aussi rentrent dans le combat qui se mène pour que nos pays changent profondément. Vous pensez que ce qui se passe par exemple au Mali et ailleurs, cela va profiter au Togo? Dans une certaine mesure? Ah ben, de toute façon, les aspirations des Maliens sont aussi celles des Togolais. Hein, et ce ne sont pas les Togolais qui vont se désolidariser des Maliens. Même si chez nous, le contexte ne permet pas que les Togolais prennent la rue pour dire « je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe », eh bien, ils le manifestent de leur manière. La preuve, vous avez vu au Mali, vous avez vu que les Togolais étaient là. Hier, en France, vous avez vu que les Togolais étaient représentés. Partout où les Togolais peuvent se manifester, ils en saisissent l'occasion pour dire « nous sommes avec les Maliens ». Et ce n'est pas pour rien, parce qu'ils savent que ça va être un jeu de domino. Si ça se passe quelque part, eh bien, le mouvement arrivera forcément ailleurs. Et ceux qui nous maintiennent en domination le savent tant et si bien qu'ils font tout pour que ça n'arrive pas au Mali. Vous avez dit tantôt que vous avez reconnu qu'il est difficile de manifester, notamment au plan national. Ça fait 2 ans que la situation de la Covid empêche à ce que des Togolais manifestent, que les politiques organisent des manifestations publiques. Et là aussi, quels sont vos souhaits pour cette nouvelle année? Puisque toujours là, nous sommes en début d'année. Sur ce registre spécifiquement. Eh bien, nous nous battons pour que ces barrières-là soient levées. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer indéfiniment à vivre. Nous sommes étouffés. C'est comme si on avait le genou sur notre cou, comme ça a été fait hein, à ce citoyen noir américain. Hein, et donc, nous ne pouvons pas rester longtemps. Ça fait partie du combat que nous faisons aussi pour que nous puissions récupérer de cet espace démocratique-là que nous avions pour pouvoir manifester.
normalement notre mécontentement. Vous êtes là devant moi, Madame Brigitte Adjemago-Johnson, vous représentez la DMK, mais on sait la DMK, c'est Monseigneur Kodjo, la DMK, c'est Agbemi Kodjo. D'abord, Monseigneur Kodjo, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, Monseigneur Kodjo va bien, il tient le coup, il tient bon, il attend toujours de voir ce changement-là et je pense qu'il le verra. Il le verra. Il en est de même de Gabriel Kodjo qui se bat, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, s'est exprimé sur la situation du Mali en faisant un lien avec ce que nous vivons au Togo. Nos destins sont liés et nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à nous battre. Sur la situation spécifique de Monseigneur Philippe Fanko Kodjo, on sait qu'il est âgé, plus de 90 ans, et il vit en exil à l'extérieur, en Suède où il fait excessivement froid, mais c'est quand même pénible. Bien sûr, et ça devrait nous donner à réfléchir. C'est un sacrifice important qu'il consent et je pense que si tous les Togolais faisaient pareil, eh bien, nous atteindrons rapidement nos objectifs. 2 ans après les premiers pas de la dynamique, les actions de la dynamique continuent de susciter un certain nombre d'incompréhensions. Certains acteurs ne comprennent toujours pas, mais il y a cette question. Comment finir par régler définitivement ce qui constitue des dissensions entre vous, des gens qui se réclament de la même famille politique, notamment de l'opposition? Et on sent que vous n'êtes pas totalement soutenu. Par qui? Par les autres acteurs. Ben, écoutez, nous sommes soutenus par le peuple qui est propriétaire de cette lutte, le peuple au nom duquel nous nous battons. Et je pense que tous les acteurs qui sont des démocrates sincères, des républicains, comprennent le combat de la DMK et le soutiennent. Et vous nous demandez, il me semble, quoi faire. Ben, quoi faire quand il y a un problème? Il faut en parler. Et nous ne demandons que ça. Nous ne demandons que ça. Malheureusement, nous constatons que le régime fuit ces vraies discussions qui vont permettre d'aborder les vrais problèmes que nous posons. Et au lieu de cela, semble continuer dans sa fuite en avant en donnant l'impression, comme il le fait souvent, comme il l'a toujours fait depuis plusieurs décennies. Vous parlez de régime. Moi, je vous parle des acteurs qui font la même route que vous. Je parle des acteurs de l'opposition. Oui, vous parlez d'eux en quel sens? Dans le sens où certains ne continuent pas à vous comprendre. Certains vous demandent même de présenter des excuses. Attendez. Nous sommes dans un combat qui est un combat citoyen qui a une connotation politique très forte, même si au stade où nous sommes arrivés, on a voulu l'ouvrir. Il est souhaitable que ça soit ouvert et qu'on puisse impliquer que davantage de citoyens se sentent concernés. Nous ne sommes que dans ce combat. Et à ce que je ne sache, à ce jour, nous avons eu des positions claires, nous avons posé des actes clairs dans le sens de ce combat-là. Si on me reprochait quelque chose dans ce sens, je présenterai volontiers mes excuses. Et je voudrais m'en tenir à ça. Je voudrais vous dire que, au fond, nous ne voyons pas pourquoi on présenterait. Nous ne comprenons même pas cette demande d'excuses. Voilà. Ça veut dire que vous ne le ferez pas aujourd'hui ni demain. Parce que quand, par exemple, on se réfère un peu à l'histoire passée de la DMK, certains vous ont reproché, par exemple, des insultes, des instrumentalisations, des
des manœuvres malsaines. Ça ne vient pas de la DMK. Je n'ai jamais entendu un responsable de la DMK se livrer à ce genre d'exercice. Nous parlions des partis politiques et de l'opposition, mais plus globalement, nous allons évoquer la situation des partis dans leur ensemble, puisque vous êtes tous tenus par la charte des partis politiques et votés en avril 1900, ou promulgués en avril 1991. C'est vieux quand même. Oui. Et le gouvernement a voulu réviser cette charte-là. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui vous enchante ou pas? Ben, écoutez, moi je constate encore une fois que alors que nous avons des problèmes préoccupants pour les Togolais, le régime trouve plus aisé et pour donner l'illusion de faire des réformes démocratiques, s'attaquer à des sujets qui n'ont aucun impact sur leur maintien ou non au pouvoir. C'est vrai, il y a plus d'une centaine de partis politiques au Togo. Oui, pour un petit pays comme le nôtre, cela semble trop. Mais je voudrais poser aussi la question de savoir comment en est-on arrivé là. Il me semble que le régime en est pour quelque chose. Ils ont contribué eux-mêmes à créer des partis dont ils se sont servis comme soutien. Et de temps en temps même, ce qu'on observe, c'est que ils vont réveiller des partis qui dorment. Maintenant, s'ils veulent faire le ménage, tant mieux qu'ils fassent le ménage, mais qu'ils le fassent très rapidement pour s'occuper des vrais problèmes qui préoccupent les Togolais. Il faut dire qu'au Togo, il y a plus de 100 partis politiques, et c'est vrai. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'au final, un certain nombre de partis finiront par être emportés par les réformes? Ben, bien sûr. Bien sûr. Et ça vous inquiète ou pas? Ça va faire le ménage, mais vous savez, on n'a pas vu le texte, le projet de texte à travers lequel on veut modifier la charte. La question vient juste d'être annoncée. Nous aurons le temps de regarder de plus près et nous resterons vigilants pour qu'on ne se serve pas de ce processus-là pour éliminer les partis qui sont gênants. Nous serons vigilants. Le gouvernement explique son initiative par le fait qu'elle vise à adapter la charte des partis politiques aux réalités actuelles, notamment une meilleure représentativité des membres fondateurs, des exigences quant au fonctionnement du parti. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les difficultés, le déficit démocratique auquel nous faisons face en ce moment et auquel on ne veut pas s'attaquer? Qu'est-ce que ça a à voir? Il ne faut pas faire de la diversion. Les Togolais ont une seule chose en tête aujourd'hui. Ils veulent retrouver des bases saines de la démocratie. C'est-à-dire que leur préoccupation, c'est qu'on les laisse choisir des dirigeants qui servent leurs intérêts. Et ça, est-ce que le gouvernement y a déjà répondu? Est-ce qu'il y a déjà répondu? Est-ce que vous n'êtes pas choqué quand, par exemple, un parti politique qui se réclame soit de la mouvance de l'opposition ou pas, mais qui n'a pas de siège, qui n'a pas de militants, qui ne tient pas de congrès, qui ne participe à rien dans le pays? Bien sûr qu'on ne peut pas approuver ce genre de choses. Mais nous disons qu'il y a un problème à la racine. Ce problème-là, réglons-le. Hein? C'est une fois qu'on aura jeté les bases de la démocratie, on aura réglé les problèmes essentiels qui font que les Togolais n'arrivent pas à voter et à faire prévaloir leur suffrage. Bon, ensemble, il y aura un climat qui permettra de régler tous ces problèmes. Là, vous semblez revenir à ce que vous aviez appelé l'appel de Tchikpo. Je ne sais pas, démocratie d'abord, du multipartisme après. Absolument.
Nous, notre préoccupation et la préoccupation des Togolais, c'est qu'il est temps de se retrouver en démocratie. Il est temps de les laisser choisir des dirigeants qui pensent vraiment à leurs intérêts, qui ne serviront pas des intérêts étrangers et qui vont contribuer à améliorer leurs conditions de vie. C'est de ça qu'il s'agit. Dans tous les cas, une centaine de partis politiques pour un petit pays comme le Togo, c'est beaucoup. Il n'y a pas très longtemps, le Bénin a procédé à des réformes et au final, il y a de moins en moins de partis politiques dans ce pays. Quel serait par exemple le meilleur scénario au Togo? Ben, vous me demandez s'il faut aller vers peut-être un bipartisme. Je ne sais pas. Moi j'avoue que c'est des sujets dont il faut vraiment discuter. Ce qui est sûr, un parti politique qui n'a pas de vie n'est pas utile. Il n'est utile en rien du tout. Et la preuve, il y en a qui ne font plus rien, dont on n'entend pas parler du tout, du tout. Le seul danger, c'est que quand ils sont là, puisqu'on est en déficit démocratique, le régime est tenté d'aller les réveiller de temps en temps, d'en réveiller 2, 3 ou 4 pour s'en servir. Et c'est à ce titre, à la limite, qu'on peut dire, tant mieux, lui-même il se prive d'alliés futurs éventuels. Mais il le fait pour donner un os à croquer pendant que les problèmes réels sont là. En 1991, à l'époque où la charte des partis politiques avait été adoptée, l'âge minimum pour être membre fondateur était de 25 ans. Aujourd'hui, le monde a beaucoup évolué, les jeunes s'engagent de plus en plus vite. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut réviser ou pas? Bien sûr, on peut. Moi, je suis pour la participation des jeunes en politique. Il ne faut pas mettre des barrières liées à l'âge. Au contraire, il faut emmener les jeunes générations à s'engager davantage. Nous n'avons que ce souhait-là. Dans un instant, les auditeurs vont vous poser des questions parce que c'est ça aussi le but ou la tradition ici. Mais restons avec les partis politiques et parlons de dialogue puisque après la CENAP, on parle de CPC ou le cadre permanent de concertation. La première séance de ce cadre a eu lieu ce vendredi. On a appris qu'une quinzaine de partis politiques ont pris part aux échanges. Et comme l'an passé, vous avez décliné l'invitation. Quand je dis vous, c'est la DMK avec les partis qui la composent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce cadre est issu des discussions dont nous avons été exclus. Exclus parce que nous tenions à ce que on discute des préoccupations de l'heure des Togolais, à savoir le contentieux électoral, auquel on ajouterait toutes les questions d'ordre social et aussi les grands dossiers économiques. Et parce que nous avions dit que pour discuter de tout ça, avant même de commencer les discussions, eh bien, il faut créer les conditions pour le retour des exilés, parmi lesquels Messan Gabriel Kodjo, parmi lesquels Monseigneur Podro et bien d'autres. Nous avons dit qu'il faut libérer les détenus parce que ces discussions doivent être un signal fort en direction des citoyens que maintenant, la classe politique veut prendre ses responsabilités et régler vraiment les problèmes. Nous l'avons dit, on n'en a pas voulu, on nous a dit, ces gens-là, je pense qu'ils ne sont même pas, ils se sentent même pas concernés par cette discussion et on a discuté sans nous. Chemin faisant, ceux qui voulaient discuter, de ceux qui voulaient discuter, il y en a 2 qui se sont retirés avant la fin des discussions, un au début et un deuxième avant la fin des discussions. Et puis, curieusement, nous avons observé que
Même ceux qui sont restés dans cette discussion jusqu'au bout ont manifesté publiquement leur mécontentement au regard de la façon dont certaines conclusions ont été exploitées, ont été mises en œuvre par le régime. Je veux parler, par exemple, ce mécontentement-là concernait la loi sur les manifestations, où en voulant, soi-disant, mettre en application les conclusions de ces assises-là, on en est arrivé à corser davantage les conditions d'exercice du droit de manifester. Mais tout ça montre que lorsque nous avions dit, nous n'y allons pas parce que c'est du leurre, parce que c'est peine perdue, parce que les choses ne sont pas enclenchées dans de bonnes conditions, nous avons raison. Alors logiquement, quand il y a eu cet échec-là, on ne s'entête pas à vouloir continuer à mettre en application une conclusion qui est relative au cadre permanent de concertation. Je voudrais expliquer à mes concitoyens la nature de cet outil-là. Ce n'est pas un outil qui est destiné à régler une crise qui est déjà ouverte. Donc, quel outil? Il y a le cadre permanent de concertation. Normalement, un cadre permanent de concertation est destiné en situation normale à discuter des questions qui se posent au pays et qui ont besoin d'un consensus, à leur trouver rapidement des solutions avant que ces problèmes-là ne dégénèrent en crise. Or, nous sommes dans une situation où la crise est là. Et l'un des protagonistes dit asseyons-nous pour régler la crise. Vous dites la solution, c'est venez, vous nous invitez encore au cadre permanent de concertation pour que on vienne discuter. De quoi? De tout, sauf de ce qui nous préoccupe. Et je vous fais observer qu'il existe, il en a existé. Un CPDC, on a enlevé le D pour faire oublier. On a compris, madame. Ce cadre on a compris, madame. On reviendra sans doute sur ce CPC qui est mis en place et qui va sans doute revenir sur les conclusions issues des discussions à la CENAP. Nous venons de passer environ 50 minutes avec vous, madame. Nous allons permettre également aux auditeurs de participer à l'émission comme c'est de tradition sur nos deux numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Mais il y a d'abord cette question de Akwete Kankwedi. La DMK ne met pas encore les questions des élections 2020 dans le passé. Si le pouvoir est confié à Eboué aujourd'hui, combien d'années va-t-il exercer? Mais attendez, pourquoi cette question se pose? On verra. On verra. Attendons d'abord de régler le contentieux électoral qui est né des élections du 22 février 2020. Et c'est des réponses ça fait partie des réponses qui seront trouvées. Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Oui, c'est Pélé. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour, Pélé. Ok, tout courage. Merci. Ok. D'abord, je n'ai pas grand-chose à dire encore. C'est juste, c'est pour dire que le RPT est dans son rôle, c'est-à-dire il n'a pas d'amis, il n'a pas d'ennemis. Il n'a pas d'ennemis parce qu'il a des gens avec qui il collabore, qui sont des opposants. Ce sont ceux qui sont partis à la Sénat pour créer quelque chose que vous allez consommer demain. Il n'a pas d'amis parce qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour qu'il gagne les élections, parce qu'il confie les élections, il confie les îles, il confie tout. Bien, merci. On a compris, Pélé, vous n'avez pas grand-chose à dire, vous l'avez dit vous-même en prenant l'antenne. Nous allons retourner au téléphone pour essayer d'insérer un autre auditeur. Allô, bonjour.
Oui, allô? Voilà, cet auditeur, il est parti. Il y a la question de notre ami Thompson Adjaï depuis Dido Gomé. S'il vous plaît, madame, quelle est aujourd'hui la relation entre la DMK et la ANC? En fait, c'est des questions qui reviennent. Est-ce que... Ben, vous connaissez les positions de l'ANC. C'est un parti politique de l'opposition. Et ce que je veux dire, c'est que ils ne partagent pas la même vision que la DMK. Et je pense que le compatriote qui a posé la question le sait bien. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, un peu plus fort s'il vous plaît. Un peu plus fort encore. Un peu plus fort s'il vous plaît. C'est Constant, j'appelle Mira. Ok, allez-y. Oui, j'aimerais poser cette question à la main. Est-ce que la position de cette qu'elle fera une politique de masse au lieu de faire leur politique? Je m'explique. Une politique de... Moi j'ai pas entendu. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, reprenez s'il vous plaît. Je demandais si l'opposition ne fait pas plutôt une politique de la masse. De la masse. Ensuite, on semble, on fait l'attaque aussi pour faire qu'on fait dans le pays au lieu de faire quelque chose qui profite vraiment le pays. Je crois on a des soucis avec cet auditeur qui nous appelle depuis Zanguera. J'espère que nous allons pouvoir le reprendre dans les conditions les meilleures pour qu'on puisse vraiment dialoguer. Allô? Est-ce que c'est toujours lui? Allô? Oui. Ok, allez-y, vous êtes à l'antenne. C'est qui? Bonjour. À côté. À côté. Ok. Et nous parlons des questions des élections. Oui. Bientôt les élections régionales. Et le pouvoir est en train de préparer ces élections-là. Vous le savez bien. Vous tenez toujours aux revendications des élections de 2020. Mais si vous n'arrivez pas à tenir satisfaction, est-ce que les élections régionales et autres élections qui vont venir, vous n'allez plus participer à ces élections? Merci. Bien, merci. Écoutez, pour la question. Elle est simple, la question. Oui. Vous voyez, c'est ce que je disais tantôt. C'est ce raisonnement que nous avons eu depuis 30 ans. Abandonnons et pensons aux élections futures. Mais on sait très bien que ces élections futures vont se terminer, vont se dérouler et se terminer de la même façon que les élections passées. Et il est temps vraiment de rompre avec cette manière de faire là. Nous n'allons pas aux élections parce que nous n'avons pas pu changer les choses. Surtout quand la difficulté que vous éprouvez vient d'élections passées. Mais en quoi c'est cohérent de dire on n'a pas pu régler, allons aux futures élections, tout en sachant que vous allez être confrontés aux mêmes difficultés. Ce que je voudrais dire à mon compatriote à côté, c'est que nous sommes, au jour d'aujourd'hui, à ce jour, nous sommes dans la posture de nous battre pour que les choses soient réglées avant les prochaines élections. Et si nous nous y mettons tous, avant qu'il y ait quelque élection que ce soit, et si on s'y met tous, eh bien, on y arrivera. Et c'est ça qu'il faut. Maintenant, pendant qu'il y en a qui veulent, qui sont dans cette posture-là, qui veulent se battre pour que les choses soient réglées au fond, d'autres les découragent en leur disant, non, non, abandonnez, pensez à ce qui vient. Mais ce qui vient, comment, qui vous dit, vous savez même où tout semble dire que les mêmes causes produisant les mêmes effets
vous allez vous retrouver devant les mêmes problèmes. On n'avance pas. On n'avance pas. On n'avance pas. Justement, Voilà. face à ce qui apparaît comme si on tournoyait, si on faisait du surplace, vous, acteurs politiques, est-ce que cela vous décourage? Est-ce que cela handicape ou entame votre ardeur? Non, pas du tout. Parce que nous savons que nous ne faisons pas du surplace. Nous savons que de plus en plus, nous faisons entendre notre voix. Vous savez, la cause du Togo est rentrée dans la gamme de causes panafricanistes aujourd'hui. Il n'y a pas que nous, les Togolais, qui nous battons. Nous sommes de plus en plus aidés, soutenus par d'autres Africains. Et ce n'est pas maintenant que nous allons nous décourager. Et parlons des élections régionales qui sont annoncées et pour lesquelles on nous demande de tourner la page. Mais ceux qui demandent de tourner la page, est-ce qu'ils se sont posé la question de l'opportunité de ces élections régionales? On va avoir bientôt 2 ans de gestion des nouvelles communes qui sont mises en place. Est-ce que quelqu'un a déjà fait le bilan? Est-ce que nous ne voyons pas les difficultés qu'il y a à faire en sorte que ces élus locaux-là aient les ressources qu'il faut pour travailler, aller vers de plus en plus d'autonomie pour développer les communes, qu'il s'agisse de ressources financières, humaines ou matérielles. Vous avez des communes dans lesquelles le maire a équipé son bureau avec ses propres moyens, son ordinateur, son bureau qu'il a fait déplacer. On en est encore là. Et les frais, la capacité d'investissement est amputée de 50% d'office, au moins. Et les difficultés de déblocage de fonds et tout ça. Mais est-ce qu'on a déjà fait le bilan pour nous assurer que ces communes fonctionnent bien, qu'elles ont même essayé de s'organiser, de donner corps au principe d'intercommunalité pour avoir davantage de ressources avant de passer au régional? Les faiblesses que vous énoncez, madame, est-ce que ces faiblesses-là ne sont pas dues au fait qu'on est au début d'une aventure ou d'un processus? Oui, raison de plus pour maîtriser le processus avant de passer à une étape supérieure. Vous ne voyez pas que c'est un piège que ce régime est encore en train de nous poser? Les régionales, pour vous, c'est un piège? Mais bien sûr que c'est un piège. Bien sûr que ce n'est pas encore opportun d'aller vers ces régionales. Et personne ne fait ce débat-là. On ne pense que à y aller à des élections qui n'en sont pas et en pensant que, bon, on va encore arracher une petite parcelle de pouvoir qu'on va rentabiliser, mais il est temps qu'on sorte de cette façon-là de raisonner. Bonjour madame, bonjour. Oui, c'est Bozambo? Oui, Bozambo, vous êtes à l'antenne, hein? Ouais. Bonjour Bozambo et bonne année. Je vous félicite. Pourquoi aller aux élections dans ce pays encore? Moi, je vois que s'il y avait des élections, il faut qu'on discute ça sur table pour voir le contenu pour aller aux élections. Le cas que nous avons ici la fois passée, jusqu'à présent, les maires ne connaissent pas leurs travaux et ne connaissent pas leurs limites. Jusqu'à présent, on a fait la décentralisation, mais on ne connaît pas leurs limites. Et vous voulez encore organiser une élection dans ce pays? C'est sûr que vous avez dépassé des milliards. Et nous avons dépensé de l'argent pour aller. Mais jusqu'à présent, les limites, les frontières, entre un GOF 2, on ne sait pas. Entre AV1 AV2, on ne sait pas. Entre GF1 GF4, on ne sait pas. Entre GOF et GIOF, on ne sait pas.
et on va organiser encore une élection régionale. Et les gens pensaient d'aller. Non, les Togolais, réveillons-vous. On a noté, c'est noté, cher ami Bozambo, c'est clair que les élections font partie du jeu démocratique et je pense hein, que si on finira par régler tous les problèmes avant d'organiser les élections, on les organiserait jamais. On les organiserait jamais. Et c'est pourquoi, alors ne vous plaignez pas que le Togo n'avance pas. Ne vous plaignez pas du tout. Il y a certains qui pensent que le Togo va très bien, et va très bien même pour un certain nombre de Togolais. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, à l'antenne, c'est Michel. Michel, allez-y. La plupart de nos auditeurs qui appellent aujourd'hui, oui, avaient eu à côté de Sewa. Oui, Zanguera maintenant. Et aujourd'hui, parler des élections au Togo, moi je me dis qu'il y a une politique qui est en train de nous ronger et on ne peut même pas se trouver pour traiter. C'est quelle élection vous parlez? Les élections ont fait à tout temps et toujours c'est les mêmes personnes qui gagnent là. C'est ça qu'on parle d'élection. Mais dans quelle démocratie, il y a toujours un seul intérêt à chaque moment. Non, mais nos problèmes togolais, ce n'est pas le problème des élections actuellement. Il faut d'abord arranger le vivre ensemble. Il faut que des problèmes sociaux, il faut régler les problèmes du droit, notamment les crimes économiques qui abondent. Bon, monsieur Tachobé, depuis qu'on ouvre les enquêtes pour les voleurs, les bandits, les braquages, tout ça là, quelle enquête on a fermé un jour et on est venu nous informer? Le Togo a des problèmes sérieux. Il faut traiter ces problèmes-là au lieu de se concentrer sur des élections. Franchement, en tout cas, on verra ceux qui iront voter. Parce que même s'il n'y a pas de votants, on a toujours des gagnants. Comment on peut faire une démocratie comme ça? C'est noté, les élections dont il est question, ce sont les élections régionales. On ne connaît pas encore la date de ces élections-là. Ces élections avaient été annoncées pour être organisées l'année passée, elles n'avaient pas pu être organisées. Et pour cette année, on ne sait pas, mais on a un débat tout simplement. Mais dans l'intervention de l'auditeur, je retiens la question du braquage. C'est vrai que cette semaine, Lomé a été secoué par une série de braquages. C'est surprenant. À un moment donné, on avait pensé que c'est fini, que cette situation est réglée, maintenue, contenue, notamment par les forces de l'ordre et de sécurité. Visiblement, on s'est trompé. Ben oui, mais je pense que d'un autre côté, c'est pas étonnant. Quand on voit la manière dont le pays est appauvri, les gens ont de plus en plus de mal à vivre. Quand on sait que nous avons beaucoup de jeunes qui sont sans emploi, nous avons appris aussi que il y a eu un certain nombre de jeunes qui ont été remerciés alors qu'ils venaient de s'engager pour être formés dans l'armée. Mais il y a plein d'indicateurs qui montrent que tout va mal et c'est un terreau fertile pour qu'on assiste à ce genre d'événements que nous désapprouvons. Surtout que ça se termine en perte de vie humaine parfois. Et c'est le régime, ce sont ceux qui gouvernent, qui sont les premiers responsables de la sécurité des citoyens. Je vois qu'on n'est plus apte et prompt à aller chercher des paisibles citoyens chez eux parce qu'ils ont exprimé leur opinion. Mais quand il s'agit de braqueurs, on a du mal. On a du mal. Et vraiment, c'est préoccupant. C'est préoccupant pour les Togolais que nous sommes. Parlons du cadre permanent. Tantôt, nous parlions de votre absence à la première séance, ce qui est tout à fait logique avec votre démarche passée. Mais ce faisant, est-ce que vous ne vous isolez pas? Puisqu'on sait très bien quand même que les discussions qui vont engager les futurs proches de ce pays, ces discussions-là, d'une certaine manière, se déroulent aussi là-bas. De quoi nous isolons-nous?
du groupe qui soutient le régime. Est-ce que, bien sûr, est-ce que ceux qui sont là... bien sûr que nous n'avons est-ce que vous savez, par exemple, envie d'être mêlés à ce groupe, d'être considérés comme un pilier de ce régime. Nous ne jouerons jamais. Mais ceux qui sont là-bas, vous les considérez comme des soutiens au régime? Je suis désolé, il faut juger aux actes. Les Togolais jugent aux actes que les acteurs posent. Quand vous allez à des discussions pour aller prendre des conclusions, adopter, approuver des conclusions dont le régime se sert pour se maintenir, eh bien, on peut se tromper une fois, deux fois, mais quand même pas au-delà, à partir de la troisième fois, on est bien obligé de comprendre que vous le faites exprès. Voilà. Parmi ceux qui n'étaient pas là, et vous avez cité le cas, mais curieusement, le cas était là vendredi. Est-ce que le cas soutient le régime? Écoutez, le cas aura l'occasion de s'expliquer. Et nous comprendrons tous la position du cas. C'est votre réponse. Allô, téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Félix Lourdes. Une seconde seulement pour expliquer la position du cas. Non, mais en fait, Pelé, comment est-ce que vous pouvez expliquer la position du cas? Je suis un homme d'opinion. Non, mais en fait, non, mais en fait, comment est-ce que vous pouvez expliquer la position du cas? Non, mais ça ne se fait pas, puisque moi, je ne vous connais pas comme étant un cadre du cas. Pelé, s'il vous plaît. Ça ne se fait pas, quand même. Vous pouvez commenter. Vous êtes togolais, je le sais. Mais non, ce que je vous dis, vous dites que vous allez expliquer la position du cas. Oui, selon moi. Ok, allez-y, expliquez la position du cas, on va voir. Voilà. Vous êtes dans ce pays, quand le cas en 2015, le cas est sorti pour voter contre l'ANC. Et au lendemain, Mme Elisabeth Amégamedi a dit qu'elle va combattre le cas comme le RPT. Donc, à la Sénat, est-ce que le cas était parti? Non, c'est parce que l'ANC était là. Maintenant, quand l'ANC n'était pas là, le cas va aller. C'est ça. Comment faire une mieux de l'opposition? Donc, c'est ça votre explication. Oui. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette explication-là, madame? Jusqu'à nouvel ordre, le CAR est maître de sa politique, et donc le CAR nous expliquera, il expliquera au peuple ce qu'il est en train de faire. Après Pelé, est-ce qu'on a un autre... On n'a pas encore un autre auditeur. Mais on sait une chose, demain par exemple, le Togo sera à Genève, les officiels du gouvernement togolais seront à Genève. Le temps de revenir sur le pays, on me signale qu'il y a un auditeur. Allô? Allô. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Constant qui revient en fait. Constant? Oui, je t'en Ouais. Oui, je disais que si les opposants ne font pas une politique de masse, j'estime que nous autres populations, nous ne sommes pas des politiciens, encore moins des géopoliticiens. Donc il revient donc aux hommes politiques de faire la politique et de vous expliquer en fait le but de leur action. Mais on a l'impression qu'on veut plaire à la population et tout le monde, la ANC a fait ce que le DSP a fait, maintenant la DMP est en train de faire ce que la ANC a fait, et on ne sait pas finalement quand est-ce qu'on va avoir l'affaire sans rechercher. Oh bien, merci. Madame? Mais je vous remercie, Constant. C'est Constant, hein? Je vous remercie pour votre question, mais je voudrais vous dire tout simplement que dans notre conception de faire la politique, nous n'agissons pas par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Nous agissons pour les populations et nous ne sommes pas pour une infantilisation des populations. Parce que ce que vous dites, ça suppose que les Togolais ne sont pas suffisamment intelligents, ne sont pas suffisamment mûrs pour comprendre les rouages de la politique. Or, aujourd'hui, les Togolais comprennent très bien. Ils savent ce qu'ils veulent. Et pour avancer, il faut un tant soit peu de
d'harmonie entre ce que vous faites et ce que le peuple veut. Vous ne vous mettez pas au-dessus du peuple en disant « ce peuple ne comprend rien, je fais le choix à sa place et puis je lui explique ». Mais je voudrais vous rassurer que nous sommes loin de vouloir faire du populisme. Et notre souci, c'est comment faire pour que ce qui relève des aspirations profondes des Togolais puisse être concrétisé. Et c'est à cela que nous sommes engagés. Allô? Oui, allô. Bonjour. Oui, bonjour. Comme les gens reviennent, la côté revient aussi. Oui, allez-y. Bon, moi je ne comprends pas la guerre entre les opposants. Cette attaque entre les opposants, moi je n'arrive pas à comprendre. Ils laissent le parti au pouvoir tranquille et ils font la guerre. Je ne comprends pas. Un de mes prédécesseurs a dit tout à l'heure, en faisant ces choses-là, c'est bon, ça va finir quand? Ça va finir quand? Et aussi, la jeune génération aussi va apprendre ces gens de faire la politique. Changeons de méthode. Merci. Bien, merci, c'est noté. Il dit que vous faites à la guerre entre vous. Non, je pense que il désapprouve. Il désapprouve et je suis tout à fait d'accord avec lui. Vous verrez, jamais je n'ai voulu rentrer dans une polémique qui donne l'impression que je m'oppose plutôt à un parti d'opposition plutôt que de m'opposer au régime en place. Mon adversaire, notre adversaire à la DMK, c'est le régime en place. Mais quand un parti donné adopte une position qui renforce le régime en place, nous le disons. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas s'opposer à ce parti. Et c'est ce que nous faisons. Je disais tantôt que demain, le Togo repasse aux Nations Unies à Genève pour l'examen périodique universel. L'exercice va avoir lieu demain, 6 mois après le passage devant le comité des droits de l'homme. N'est-ce pas d'abord une volonté affichée des autorités togolaises à faire évoluer un sujet aussi important que sont les droits de l'homme? C'est plutôt une volonté de continuer à présenter une image présentable à l'extérieur. Parce que vous voyez, s'il y avait véritablement une volonté à faire avancer la question des droits de l'homme au Togo, eh bien, on aurait constaté beaucoup de progrès. Ce n'est pas ce même comité qui a recommandé, par exemple, que la prison de Lomé soit fermée. C'était le comité contre la torture. Oui, oui, mais de toute façon, ce comité-là relève toujours des Nations Unies et donc c'est une question qui fait partie de la problématique des droits de l'homme. Il y a eu cette recommandation dans ce pays et il y a eu plein de recommandations qui n'ont pas été suivies des faits. Et en plus, depuis le dernier passage, ce régime a commis des actes qui sont des actes de violation des droits de l'homme. Tout ce à quoi on a assisté comme arrestation arbitraire. Et avec tout ça, je me demande comment on va pouvoir démontrer là-bas qu'on fait des efforts en matière de droits de l'homme. Cet assaut qui est lancé contre les journalistes qui travaillent de manière autonome, indépendante et sont amenés à dire ce qui ne va pas dans le pays, eh bien, ça fait partie des actes qui ont été posés en dernier ressort et qui montrent vraiment qu'il n'y a aucune volonté d'avancer sur ce sujet. Maintenant, on va s'organiser. On va essayer de faire un lobby pour expliquer qu'on a telle contrainte, telle autre contrainte. On va
emmené là-bas une très forte délégation de gens qui vont aller, qui vont chercher à prouver ce qui n'existe pas. Et c'est dommage. Moi, je pense, de plus en plus, je remets en cause tout ce système-là de monitoring des droits de l'homme, qui est fondé sur le principe que les États sont souverains et qu'il faut les amener, progressivement. Finalement, ça donne l'impression d'une certaine hypocrisie et de gaspillage de beaucoup de ressources. Mais la situation que vous décrivez, elle est partagée par un certain nombre d'observateurs aussi, mais elle n'est pas propre au Togo, puisque beaucoup de pays participent justement à ce scénario-là. Malheureusement, c'est pour ça que le monde va si mal. C'est pour ça que le monde va si mal. Et il est temps de refonder toutes ces institutions-là qui sont censées agir au nom des peuples, mais qui finalement ne tiennent pas compte de ce que les peuples pensent vraiment. Vous avez parlé tantôt de la situation de la prison civile de Lomé. C'est vrai qu'il y a un peu plus de 2 ans, le comité contre la torture a décidé ou a demandé à ce que cette prison-là soit fermée. À la prison civile de Lomé, il y a un certain nombre d'acteurs publics qui y sont parce que détenus depuis quelque temps. Qu'est-ce que vous voulez entendre de la bouche des Togolais qui représentent le gouvernement demain sur cette question si elle venait à être posée? Qu'ils seront bientôt libérés? Ben, bien sûr. Bien sûr. Je souhaiterais qu'ils saisissent cette opportunité-là pour prendre l'engagement de libérer ces détenus. Et c'est quelque chose que nous demandons depuis fort longtemps et qu'on demande avec insistance. Et ce serait dommage que le régime continue à faire la sourde oreille. Parce que, voyez-vous, quand on voit ce qui se passe globalement dans le monde, et plus près de chez nous, et qu'on est vraiment non seulement responsable, mais qu'on aime son pays, je pense que actuellement, on n'a pas d'autre choix que d'anticiper positivement sur ce qui pourrait arriver de dommageable au pays. Et cela suppose qu'on ne laisse pas les problèmes dans l'état où ils sont, mais qu'on s'y attaque et qu'on les règle véritablement. Et l'un des problèmes préoccupants, c'est justement que des gens se trouvent en détention pour leurs convictions politiques, pour avoir émis une opinion qui ne plaît pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous aviez aussi effleuré la question de la presse, puisque j'avais dit dans l'introduction, cette presse a quelques difficultés. Ballottée, je l'ai dit, entre les difficultés liées à la gestion quotidienne des organes, parce qu'il y a la Covid. Et puis aussi, vous savez que l'année dernière, certains des confrères ont eu des expériences assez diverses, convoqués soit à la justice ou carrément détenus à la prison civile de Lomé. Visiblement, votre mouvement est solidaire à la presse. Bien sûr, bien sûr. La liberté de presse est un des acquis de la longue lutte que nous menons pour la démocratie et nous en sommes jaloux. Nous pensons qu'elle est très utile à notre pays, elle est très utile aux populations parce que la presse contribue à apporter un certain éclairage à la vie politique, économique et sociale du pays. Moi, quand j'écoute les radios chaque jour, je me dis, mon Dieu, quel travail ils abattent. Et ils ont besoin de travailler en toute sérénité. Et je trouve encore une fois dommageable
que sur cette question-là, où le Togo semblait avoir donné l'exemple, être un exemple pour beaucoup d'autres pays, je suis vraiment peiné qu'il y ait eu autant de recul. Mais en même temps, ça traduit le fait que il n'y a pas encore une adhésion du système que nous combattons à la démocratie. On consent certaines avancées parce qu'on y est obligé, et même quand ces avancées-là sont acceptées, on laisse de petits pièges qui permettent, le moment voulu, de bâillonner ceux qu'on veut bâillonner. Donc, moi, je crois qu'il est temps, et je suis d'accord avec le patronat de la presse qui demande que il y ait une révision du texte qui régit la presse. Il faut que cette révision aille dans le sens du renforcement de la liberté de presse, et que la dépénalisation des délits de presse reste de mise, que ce soit une dépénalisation absolue, qu'on n'ait plus l'opportunité de dire « Ah, vous vous êtes exprimé sur ce canal-là, eh bien lui, il n'est pas compris. » Mais quand même, on est journaliste ou on ne l'est pas, peu importe là où on s'exprime. Est-ce que la question, c'est pas aussi celle du professionnalisme des journalistes? Parce qu'on a lu beaucoup de tests ces derniers temps. Certains pensent même que les journalistes ne sont pas assez au parfum des tests qui régissent la corporation. Certainement qu'il y a toujours un besoin de renforcer le professionnalisme des journalistes. Mais il y a des moyens pour les amener à faire. Ce n'est pas en bâillonnant qu'on crée les conditions pour qu'il y ait un renforcement du professionnalisme. Et moi, je trouve que les journalistes togolais sont plutôt à féliciter. Quand on voit les conditions dans lesquelles ils travaillent, eh bien, pour que cette liberté de presse-là aussi aide et aille de pair avec le professionnalisme, il faut en face que ça rencontre une certaine ouverture. Et ce que vous pouvez reprocher à des journalistes au Togo comme étant trop osés, eh bien, il y a 10 fois plus osé ailleurs. Pourtant, on n'embastille pas les gens. Voyez-vous, on est au contraire dans un domaine qui montre que nous ne sommes pas encore en démocratie au Togo, comme on voudrait le faire croire. Encore 4 minutes et on va se séparer. Je ne sais pas si il vous arrive, par ce temps de football, de Coupe d'Afrique des Nations, de regarder de temps en temps, de jeter un regard sur votre poste téléviseur. Vous êtes football? Je ne suis pas vraiment football, mais quand le Togo est concerné par civisme, je fais l'effort de suivre, et je regrette énormément que... Mais justement, le Togo n'y était pas. Voilà, je le regrette énormément, et je formule le vœu que il y ait des efforts qui aboutissent à un nouveau redémarrage du football togolais. Mais on sent, vous savez, l'un des problèmes aussi, c'est qu'on veut mettre le grappin politique sur le football aussi. Ce pays est à refonder. Il est à refonder. C'est votre sentiment que... La situation politique aussi a un impact, parce que ce n'est pas un domaine dans lequel les parties prenantes
ont vraiment la liberté de prendre les décisions qu'il faut pour que le football se porte bien. On veut contrôler politiquement le football aussi. C'est aussi un des mots profonds du football togolais. C'est vrai que au Cameroun, des pays comme les Comores, et la Gambie, des petits pays ont grandi, c'est ce que j'ai dit dans mon introduction. On a été surpris par la prestation de ces pays-là. On espère que le Togo va pouvoir se qualifier pour être présent à la prochaine CAN qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas très loin, c'est à côté. Je l'espère aussi, et je sais que c'est le vœu de tous les Togolais qui aiment tant ce sport-là et qui sont déçus des résultats que nous avons depuis plusieurs années. Nous allons vous permettre de clôturer. Nous avons parlé de beaucoup de sujets. Nous avons évoqué au départ la situation au Burkina Faso. On continue pas sur cette situation-là. À cet instant, les autorités rassurent toujours qu'elles ont la situation en main, qu'il ne s'agit pas de coup d'État, mais de mécontentement d'un certain nombre de soldats. On va prier pour ce pays. Et puis, on a parlé également du Mali et puis aussi du Togo. Quelle est votre conclusion globale? D'abord, je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez. Et je voudrais dire aux Togolais auxquels j'ai eu la chance de parler encore pendant 1h30 qu'il faut que nous tenions bon. Il y a un environnement qui est favorable à des changements profonds dans tous les pays. Ce n'est pas maintenant que nous devons baisser les bras, au contraire, il faut que nous nous organisions aussi pour saisir cette opportunité-là et faire en sorte que nos aspirations profondes soient concrétisées cette année. Et nous y travaillons, mais nous aimerions que ce soit toujours avec eux et ensemble nous parviendrons à atteindre nos objectifs. Merci. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Brigitte Adiamagbo-Johnson. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de la dynamique Monseigneur Bodro. Merci d'avoir accepté participer à cette deuxième émission de l'année. Nous espérons vous avoir encore plus souvent au cours de cette année qui vient de commencer. L'émission sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Vincent Selassie Bogakou pour la mise en onde technique. Je suis Pierre Atiobé. Au revoir.